le soleil de midi brillait à travers les platanes bordant la route principale du village. Lucas et Mathieu, deux garçons aux cheveux ébouriffés et au regard vif, marchaient côte à côte, tenant leur petit chien Bibi en laisse. Ils étaient habillés simplement, jeans usés, baskets poussiéreuses, t-shirts fanés par de multiples lavages. La vitrine de la concession automobile, toute de verre et d'acier, étincelait sous la lumière. À l'intérieur, des voitures de sport rutilantes brillaient comme des joyaux. Le cœur battant, les jumeaux poussèrent timidement la porte automatique. « Bonjour », murmura Mathieu. Un vendeur en costume noir, aux cheveux gominés, leur jeta un regard rapide, teinté de mépris. « Vous vous êtes perdus, les garçons? C'est pas un parc d'attractions ici, » dit-il d'une voix sèche. Lucas, plus hardi, s'avança. « On voulait juste voir la Céléron GT. Notre père nous en parlait tout le temps. » Le vendeur éclata d'un rire sarcastique. « Votre père, hein? Il doit sûrement venir en vélo, lui. » Quelques clients se retournèrent, amusés par la scène. Les joues de Lucas et Mathieu devinrent cramoisies. Bibi, sentant la tension, aboya faiblement. « Sortez d'ici avant que je n'appelle la sécurité. » La porte se referma derrière eux avec un claquement froid. Dehors, le vent semblait lui aussi leur tourner le dos. Mathieu renifla, tentant de ravaler ses larmes. Lucas, serrant les poings, déclara d'une voix ferme « On va leur montrer qu'ils ont tort. Ce soir-là, à la maison, pendant que leur mère était absorbée par la correction de copies, Lucas proposa « Et si on écrivait une lettre au PDG pour lui dire comment on a été traité ?» Mathieu leva les yeux, étonné. « Tu crois que ça servira à quelque chose? Peut-être pas, mais au moins, on aura essayé. » Sur une feuille à grands carreaux, avec leur plus belle écriture, ils commencèrent à rédiger. « Monsieur le directeur, nous ne sommes que deux enfants, mais aujourd'hui nous avons été humiliés par l'un de vos employés. » Chaque mot pesait lourd. Quand ils eurent fini, Lucas glissa la lettre dans une enveloppe et inscrivit, en lettres appliquées, l'adresse trouvée sur Internet. Bibi posa sa tête sur leurs genoux, comme pour les encourager. Le lendemain, ils postèrent à la lettre, ignorant encore que ce geste, anodin en apparence, allait bouleverser leur vie. Dans un bureau cossu du siège de Céléron Motors à Paris, une pile de dossiers s'écroulait lentement sur un coin du vaste bureau en chêne massif. Décontracté dans son fauteuil en cuir, Thierry Valmont, PDG de l'entreprise, sirotait un espresso en parcourant machinalement son courrier. Un pli un peu froissé, à l'écriture maladroite, attira son attention. Curieux, il l'ouvrit. Nous voulions seulement admirer la voiture dont notre père nous parlait tant. Au fil des lignes, Thierry sentit son estomac se nouer. Lucas et Mathieu. Les souvenirs d'un autre temps ressurgirent. Un certain Antoine Rochefort, son ami de pension, passionné par les voitures, disparu des radars depuis tant d'années. Ce nom, Lucas, était étrangement familier. Thierry reposa la lettre, pensif. Par pur instinct, il appela son assistante. « Trouvez-moi toutes les informations sur une certaine concession à Lyon et envoyez discrètement quelqu'un enquêter. » Quelques jours plus tard, le rapport arriva. Comportement inapproprié du personnel, clients mécontents, mauvaise critique en ligne. Une telle attitude était intolérable pour l'image de la marque. Mais ce n'était pas que pour la compagnie que Thierry se sentait concerné. L'idée d'un lien entre ces garçons et Antoine s'imposait à lui comme une évidence. Ah, et si était un de ses fils? Une intuition le poussa à intervenir personnellement. Dans son bureau, il regarda par la fenêtre la vue sur la Seine. Un plan commençait à germer dans son esprit. Il trouverait un moyen d'approcher ses enfants et leur mère. Pendant ce temps, au village, la vie suivait son cours, apparemment immuable. Les jumeaux étaient loin d'imaginer que leurs lettres voyageaient à toute vitesse dans des cercles où leur sort serait bientôt redéfini. Leur mère, Claire, corrigeait ses copies en buvant son thé du soir. Elle rêva d'offrir mieux à ses enfants, mais les moyens manquaient. Les années d'abandon par Antoine avaient laissé des blessures profondes, camouflées sous un quotidien bien réglé. Quand, une semaine plus tard, elle reçut un appel étrange d'un représentant de Céléron Motors lui proposant une consultation culturelle très bien rémunérée, elle faillit raccrocher, pensant à une erreur.
Mais quelque chose, une voix discrète dans son cœur, lui souffla d'accepter. Pendant ce temps, Lucas et Mathieu, assis sous le vieux chêne du jardin, préparaient un nouveau plan. « Il faut trouver qui nous a répondu, » dit Lucas. « C'est bizarre, non? Peut-être que c'est un ange gardien, » rêva Mathieu. Ils rirent, ignorant encore que le destin avait déjà mis en marche une machine bien plus grande qu'eux. Et dans l'ombre, un homme à la barbe poivre et sel les observait discrètement depuis sa voiture, garée à l'angle de la rue. Antoine Rochefort était revenu. Le printemps s'installait doucement sur le village. Les cerisiers en fleurs parsemaient l'air de leurs pétales blancs comme une pluie silencieuse. Claire, la mère de Lucas et Mathieu, déambulait dans la petite cuisine en rangeant les courses quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Hésitante, elle décrocha. « Bonjour, Madame Rochefort. Ici Élodie Martin, du département marketing de Celeron Motors. Nous aimerions vous proposer une mission de conseil culturel. Êtes-vous disponible pour en discuter ?» Claire fronça les sourcils. Celeron Motors. Quel lien avait-elle avec eux? Vous êtes certaine que vous ne faites pas erreur? Je suis professeur de littérature, pas spécialiste en marketing automobile. Justement, répondit la voix au bout du fil. Nous souhaitons intégrer des éléments authentiques de culture française à notre nouvelle ligne de véhicules électriques de luxe. Votre profil nous a été recommandé. Claire, méfiante, hésita encore. Puis, son regard se posa sur Lucas et Mathieu, penchés sur leurs devoirs à la table du salon. Elle pensa à leur avenir, à ses projets toujours remis faute d'argent. « Très bien, » souffla-t-elle. « Je veux bien en parler. » 2 jours plus tard, Claire se rendit à Lyon pour un premier rendez-vous. Le bureau où elle fut accueillie respirait la sobriété élégante. Murs blancs, meubles en bois clair, une discrète odeur de cuir neuf. Face à elle, une jeune femme au tailleur impeccable lui tendit un contrat généreux. Claire n'en croyait pas ses yeux, un salaire 3 fois supérieur à celui de son poste actuel pour quelques mois de travail de conseil. Tout en signant, un doute subsista au fond de son cœur. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pendant ce temps, Lucas et Mathieu observaient les changements autour d'eux avec suspicion. Leur mère, habituellement si préoccupée, rentrait le soir le visage éclairé d'un sourire qu'ils ne lui connaissaient plus. La vieille voiture familiale fut remplacée par une petite citadine neuve, et même Bibi trottinait désormais dans un harnais flambant neuf. Lucas n'aimait pas ça. « Pourquoi elle a changé comme ça ?» murmura-t-il à Mathieu un soir en caressant Bibi. « Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, » répondit son frère d'un ton songeur. Le mot leur fit froid dans le dos. Pour Lucas, c'était clair. Il fallait découvrir ce que leur mère leur cachait. Sous un ciel d'avril chargé de nuages lourds, Antoine Rochefort s'assit sur un banc du petit parc du village, son imperméable serré contre lui. Il observait de loin Lucas et Mathieu, jouant avec Bibi près de la fontaine. Son cœur se serra. Tant d'années perdues, tant de souvenirs effacés. À ses pieds, un vieux sac de cuir. À l'intérieur, des objets soigneusement choisis, un livre d'entrepreneuriat pour Lucas, un magazine automobile ancien pour Mathieu. Il savait qu'ils ne pouvaient pas surgir de nulle part et réclamer leur amour. Non, ils devaient regagner leur confiance doucement, à leur rythme. Cette nuit-là, sous une pluie fine, Antoine s'approcha furtivement de la maison familiale. Il déposa les 2 cadeaux devant la porte, glissa un mot anonyme à l'intérieur des couvertures, « À ceux qui rêvent de grand ». Puis il disparut dans l'obscurité. Le lendemain matin, ce fut l'effervescence. « Lucas, regarde !» s'exclama Mathieu en découvrant les paquets. Lucas fronça les sourcils, méfiant. « Tu crois que c'est maman ?» « Elle aurait signé, » répondit Mathieu, les yeux brillants d'excitation. Chacun ouvrit son cadeau. Lucas feuilleta son livre avec un sérieux rare, absorbé par les histoires de chefs d'entreprise partis de rien. Mathieu, lui, s'attarda sur les photos rutilantes de moteurs et de carrosseries lustrées. À cet instant précis, quelque chose changea imperceptiblement en eux. Un espoir nouveau, une curiosité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants, d'autres petites coïncidences vinrent parsemer leur quotidien.
Un jour, une affiche pour un concours de jeunes designers automobiles apparut mystérieusement sur le tableau d'affichage de l'école. Le soir même, Mathieu trouva dans son sac une brochure pliée en deux, vantant les mérites du concours. « C'est un signe, Lucas !» s'écria-t-il. « Il faut que je participe. » Lucas, prudent, hocha la tête. « D'accord, mais on reste discret. On ne sait pas qui est derrière tout ça. » Dans l'ombre, Antoine souriait tristement. Il reconnaissait en Lucas sa propre prudence farouche et en Mathieu son insatiable soif de création. À travers la vitre embuée de son pick-up, garé au bout de la rue, il regardait ses fils tracer lentement leur propre chemin vers lui, sans encore savoir qui il U009 était. Il U009 était prêt U008 U000, attendre autant qu'U 2019 il le faudrait. Les jours s'égrenaient au rythme lent du printemps. Dans la petite chambre qu'il partageait avec Lucas, Mathieu, assis à son bureau branlant, mordillait l'extrémité de son crayon. Devant lui, une grande feuille blanche attendait que naisse un rêve. Le concours de design automobile approchait à grands pas. Il fallait soumettre un projet original, un véhicule de demain, respectueux de l'environnement et inspiré par la culture française. Mathieu ferma les yeux. Il imagina une voiture aux lignes souples évoquant la silhouette d'un voilier sur la Méditerranée, avec des touches de bois nobles et de cuir façonnées par des artisans. Une voiture qui raconterait une histoire, celle de la France qu'il aimait tant. Bibi, couché à ses pieds, émit un léger grognement d'encouragement. « T'en fais pas, Bibi, je vais leur montrer ce que je vaux », murmura Mathieu en esquissant son premier croquis. Lucas, de son côté, surveillait d'un œil inquiet son frère. Il avait toujours été le pragmatique, celui qui comptait les risques, mesurait les conséquences. Et cette soudaine fièvre créative de Mathieu l'inquiétait. « Tu sais que t'as aucune chance face aux gosses des écoles privées, hein ?» lança-t-il, pas méchant, mais lucide. Mathieu haussa les épaules. « Peut-être, mais j'ai des idées. Et eux, ils n'ont que de l'argent. » Pour la première fois depuis longtemps, Lucas esquissa un sourire. « Alors montre-leur. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Chaque soir, après l'école, Mathieu dessinait, construisait des maquettes en carton, testait des couleurs. Leur mère, bien qu'occupée par son nouveau travail, jetait parfois un œil attendri sur ses créations. Un soir, Claire entra dans la chambre, une tasse de chocolat chaud à la main. « C'est magnifique, Mathieu !» murmura-t-elle en caressant les courbes élégantes de sa maquette. Le cœur gonflé de fierté, Mathieu osa demander « Tu crois que papa aurait aimé ?» Un silence lourd s'abattit. Claire posa doucement la tasse sur le bureau, évita son regard. « Ton père était très fier de ses racines. Je pense qu'il aurait adoré ce que tu fais. » Puis elle sortit, laissant derrière elle une traînée d'émotions inexprimées. Le jour de la remise des projets arriva. Les jumeaux, accompagnés de leur mère, franchirent les portes de la grande salle municipale. Autour d'eux, des enfants en uniforme, des maquettes brillantes, des présentations sur écran géant. Mathieu serra son dossier contre lui. À côté, Lucas posa une main ferme sur son épaule. « Allez, petit frère, c'est ton moment. » Sous le regard bienveillant d'un homme dissimulé dans la foule, Mathieu déposa son projet sur la table d'exposition. Le rêve était lancé. Le week-end suivant, alors que l'attention du concours retombait, Lucas et Mathieu décidèrent d'emmener Bibi en promenade hors du village. Le ciel était clair, l'air doux et parfumé par les glycines. Bibi gambadait devant eux, libre et insouciant. Soudain, un écureuil traversa le chemin en trombe. Bibi, fou de joie, se lança à sa poursuite. « Bibi, reviens !» hurla Lucas. Ils coururent à perdre haleine à travers champs, leurs rires étouffés par la panique. Le petit chien disparut derrière un portail entrouvert, au bout d'une allée bordée de cyprès. Sans réfléchir, les garçons s'engouffrèrent à sa suite. Ils débouchèrent sur une vaste cour pavée. Devant eux se dressait un château magnifique, aux pierres blondes, couvert de vignes grimpantes. Le silence était presque irréel. Bibi, ravi, tournait autour d'un homme assis sur un banc, un livre ouvert sur les genoux. L'homme releva la tête, ses yeux gris, pleins d'une douce tristesse, croisèrent ceux de Lucas. Le temps sembla suspendu. « Bonjour », dit-il d'une voix grave mais chaleureuse.
Ce petit compagnon est à vous? Lucas, méfiant, s'avança. Oui, désolé, monsieur. Il s'est échappé. L'homme sourit, un sourire si familier qu'il fit battre le cœur de Mathieu plus vite. Aucun problème. Il m'a tenu compagnie un moment. Il se pencha pour gratter la tête de Bibi, qui ferma les yeux de plaisir. Lucas tira Mathieu par la manche. « Viens, on doit partir. » Mathieu resta un instant figé, fasciné. Puis, à contre-cœur, il suivit son frère. En quittant le domaine, Lucas jeta un dernier regard par-dessus son épaule. L'homme, immobile, les observait s'éloigner, une main levée en un salut silencieux. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait marquer un tournant dans leur histoire. Ce soir-là, Lucas dessina en cachette le visage de l'homme dans son cahier. Quelque chose en lui refusait d'oublier. De son côté, Antoine Rochefort, resté seul sur son banc, relut pour la 10e fois le message griffonné sur une vieille photo qu'il portait toujours dans son portefeuille. « Pour mes 3 soleils. À bientôt, je vous le promets. » Le temps des promesses tenait peut-être à renaître. La pluie tambourinait contre les vitres de la petite maison. Claire, installée au grenier, fouillait dans de vieux cartons poussiéreux. Elle cherchait un recueil de poèmes anciens pour ses cours, mais c'est un autre trésor qui attira son regard. Un carnet de cuir, usé par le temps, dépassait d'une boîte. Tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées. Leur en-tête était familier. Une vieille adresse à Bordeaux, celle d'Antoine, des années auparavant. Les mots la frappèrent de plein fouet. « Je dois partir, Claire. Ce n'est pas un choix. Ils ont menacé ta vie et celle des garçons. Je reviendrai dès que ce sera SNU 000 FBR. Aime-les pour 2. » Ses mains tremblaient. Pendant toutes ces années, elle avait cru avoir été abandonnée, méprisée. Elle avait élevé ses fils dans l'idée qu'ils devaient être forts seuls. Elle s'assit lourdement sur une vieille malle. « Mon Dieu, Antoine !» murmura-t-elle. Les larmes qu'elle avait refoulées depuis 20 ans jaillirent, brûlantes, nettoyant les cicatrices du passé. En bas, Lucas et Mathieu jouaient aux cartes. Quand ils entendirent leur mère descendre, ils se figèrent. Claire, les yeux rougis, leur sourit faiblement. « Ça vous dirait de faire une promenade, tous les 3 ?» Surpris, les garçons hochèrent la tête. Dehors, l'air sentait la terre mouillée. Claire marchait lentement, comme si elle redécouvrait son propre village. Arrivée près de la rivière, elle s'arrêta. « Je crois que je vous dois des explications, » dit-elle d'une voix rauque. Les garçons échangèrent un regard. Lucas, toujours méfiant, croisa les bras. « À propos de papa ?» Claire inspira profondément. « Je ne sais pas tout, mais je sais aujourd'hui qu'il ne nous a pas laissés par égoïsme. Il a voulu nous protéger. » Mathieu, les yeux écarquillés, chuchota. « Il est vivant ?» Claire hocha lentement la tête. « Oui, et je crois qu'il n'est pas aussi loin que vous le pensez. » Cette nuit-là, dans leur lit, Lucas et Mathieu restèrent éveillés, le regard perdu dans l'obscurité. Pour la première fois, une étincelle d'espoir éclairait l'ombre de leur enfance. La vie reprit son cours, mais sous la surface, tout était différent. Les garçons étaient devenus des enquêteurs discrets, guettant chaque détail, chaque coïncidence. Et elles se multipliaient. Le laboratoire de sciences de leur école, en manque de moyens, reçut soudainement une donation anonyme. Nouveau microscope, ordinateur flambant neuf, matériel dernier cri. La directrice annonça la nouvelle en grande pompe. « Grâce à un bienfaiteur généreux, nous allons pouvoir lancer un projet de science avancée. Lucas, Mathieu, vous êtes parmi les premiers sélectionnés pour y participer. » Les garçons se regardèrent, médusés. « Encore un coup du destin ?» murmura Lucas. Mathieu haussa les épaules, sourire aux lèvres. « Ou d'un ange gardien. » Le week-end suivant, ils décidèrent d'enquêter. Ils commencèrent par suivre discrètement les mouvements autour de la concession automobile. Rien de suspect, mais c'est au parc qu'ils eurent leur premier vrai indice. Assis sur un banc, un homme à la barbe poivre et sel lançait des morceaux de pain au canard. À ses pieds, Bibi, qui s'était échappé de leur surveillance, trottina droit vers lui, queue frétillante. Lucas plissa les yeux. « C'est lui, le monsieur du château. » Mathieu s'approcha prudemment. « Excusez-moi, monsieur, Bibi vous embête ?»
L'homme sourit. Pas du tout. Il est charmant. Bibi bondit sur ses genoux, joyeux. Le lien entre eux était évident, presque naturel. Lucas, le cœur battant, tenta une approche. « Vous habitez ici ?»« Non, » répondit l'homme en caressant Bibi. « Je suis juste de passage. » Son regard mélancolique s'attarda sur les garçons. « Vous avez beaucoup de chance de vivre ici. C'est un endroit spécial. » Puis il se leva, salua poliment, et s'éloigna à grands pas. Les garçons restèrent plantés là, silencieux. Lucas serra les dents. « Il nous cache quelque chose, j'en suis sûr. » Le soir, en rentrant à la maison, Mathieu fouilla dans ses affaires. Dans un vieux cahier de sa mère, il trouva une photo jaunie par le temps. Un groupe de jeunes, souriants, posant devant une vieille voiture. Parmi eux, un visage familier. « Lucas, regarde !» Son frère accourut. Ils reconnurent l'homme du parc, bien plus jeune mais avec le même regard. « C'est lui !» murmura Lucas. Et il connaissait maman. Un frisson les parcourut. Ils étaient sur le point de dévoiler un secret plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans l'ombre, Antoine Rochefort, dissimulé derrière une haie, observait ses fils s'enfoncer dans le crépuscule. Le temps des retrouvailles approchait, mais aussi celui des choix difficiles. Le mois de juin déployait ses journées longues et tièdes sur le village. Les préparatifs pour la grande fête des vendanges battaient leur plein. Les rues se paraient de guirlandes. L'odeur des premières grappes mûres flottait dans l'air, et partout régnait une effervescence joyeuse. Lucas et Mathieu, forts de leur projet de science, furent choisis pour représenter leur école avec un stand sur l'innovation viticole. « C'est notre chance !» s'enthousiasma Mathieu, sautillant autour de la table. Lucas hocha la tête avec un demi-sourire. « Oui, mais ça va pas être facile. Les écoles privées ont des budgets énormes. Ils n'avaient pas tort. Dès la première réunion d'organisation, ils comprirent que la compétition serait rude. Leurs adversaires arrivaient avec des équipements dernier cri, des présentations sur tablettes dernier modèle, des démonstrations dignes de salons professionnels. Et pire encore, parmi le jury figurait un visage qu'ils connaissaient trop bien. « C'est pas vrai !» murmura Lucas en pâlissant. Le vendeur de la concession, celui qui les avait humiliés des mois plus tôt, se tenait droit, costume impeccable, sourire crispé, lisant la liste des participants. De retour chez eux, Lucas explosa. « C'est foutu! Il va nous saquer !»« Mathieu, plus calme !» répliqua. « Peut-être qu'il a changé. » Lucas éclata de rire sans joie. « Les gens comme lui, ça ne change pas ?» Claire, en les écoutant du salon, sentit son cœur se serrer. Elle savait combien ces garçons avaient été marqués par cette humiliation. Elle s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Lucas. « Tu sais, parfois, les gens qu'on croit incapables de changer peuvent nous surprendre. Mais il faut leur laisser une chance. » Lucas resta silencieux, ruminant sa colère. Les jours suivants furent épuisants. Avec des moyens dérisoires, Lucas et Mathieu mirent toute leur créativité à contribution. Matériaux recyclés, présentations artisanales, démonstrations ingénieuses. Un soir, alors qu'ils étaient découragés, une enveloppe brune fut glissée sous leur porte. À l'intérieur, des conseils techniques détaillés, des schémas, des astuces pour améliorer leur prototype, pas de signature. Lucas fronça les sourcils. « C'est encore lui, hein ?» Mathieu sourit. « Qu'importe, on va utiliser ça et leur prouver qu'on a besoin de personne pour briller. » Le jour de la fête arriva. La place centrale du village bourdonnait de monde. Stands colorés, musique folklorique, rires d'enfants, tout vibrait sous le ciel d'azur. Lucas et Mathieu installèrent leur modeste stand sous le regard critique des autres concurrents. Le vendeur de la concession, parmi les juges, passait lentement entre les stands, notant sur son carnet. Quand il arriva devant eux, un silence pesant tomba. Il examina leurs prototypes, écouta leurs explications, puis, contre toute attente, il hocha lentement la tête. « Beau travail », dit-il simplement. Lucas cligna des yeux, abasourdi. Un sourire timide passa sur le visage de l'homme. « Peut-être, » pensa Lucas, « que certaines personnes méritaient une seconde chance après tout. » Quelques jours après la fête,
Alors que le village retrouvait son calme habituel, Lucas n'arrivait pas à chasser un malaise persistant. Il repensait au vendeur, à son regard presque coupable, à l'homme du parc, au don anonyme. Tout était lié. Il en était sûr. Un après-midi pluvieux, il décida de fouiller un peu plus. Sous prétexte d'aider sa mère à trier d'anciens papiers, il explora le vieux secrétaire du salon. Dans un tiroir, il trouva une enveloppe jaunie marquée « Photo de jeunesse ». Parmi les clichés en noir et blanc, il en découvrit un qui le pétrifia. Sa mère, souriante, bras dessus, bras dessous avec un jeune homme aux cheveux bruns, et derrière eux, l'homme du parc, plus jeune mais immédiatement reconnaissable. Le cœur battant, Lucas courut trouver Claire dans la cuisine. « Maman, c'est qui, là ?» demanda-t-il en brandissant la photo. Claire blêmit. Elle prit la photo, caressa du doigt le visage d'Antoine. « C'est un vieil ami, » murmura-t-elle. Lucas la fixa intensément. « Tu mens. » Claire inspira profondément. « Ce n'est pas le moment, Lucas. »« Alors quand ?» hurla-t-il, les yeux brillants. Mathieu arriva en courant, alerté par les cris. Claire déposa la photo sur la table. « Il s'appelle Antoine. Il était très proche de nous. » Elle hésita, les yeux brillants de larmes. « Je ne peux pas tout vous dire tout de suite, mais il est possible que vous le recroisiez bientôt. » Lucas, furieux, monta dans sa chambre en claquant la porte. Mathieu, plus doux, resta un moment avec leur mère. « Maman, est-ce qu'il pourrait être notre père ?» demanda-t-il d'une petite voix. Claire ferma les yeux. « Oui » souffla-t-elle enfin. Cette nuit-là, Lucas ne dormit pas. La pluie fouettait les carreaux, mais ce haine était rien face à la tempête qui grondait en lui. Son père, l'homme du parc, celui qui les avait abandonnés. Comment pouvait-il seulement envisager de lui pardonner? Pendant ce temps, dans un petit appartement loué discrètement près du village, Antoine, assis dans l'obscurité, fixait une photo écornée de Claire et des jumeaux, le cœur lourd. Il savait que l'heure de vérité approchait, et qu'elle ne serait pas douce. Depuis la révélation de Claire, un mur invisible s'était dressé entre Lucas et le monde. Il ne parlait presque plus, se renfermait sur lui-même, tandis que Mathieu tentait maladroitement de maintenir le lien. Un jour, leur professeur de sciences annonça une nouvelle initiative de L-École. Des élèves seraient envoyés rendre visite à des patients isolés dans la clinique locale. Une occasion d'apprendre la compassion, dit-elle en souriant. Lucas haussa les épaules, peu convaincu. Mathieu, toujours partant pour de nouvelles expériences, inscrivit leurs deux noms. Le lendemain, armés de boîtes de gâteaux et de carnets de dessin, les garçons franchirent la porte de la clinique. L'air y sentait le désinfectant et la lavande. Une infirmière les guida dans un couloir lumineux. « Chambre 12 », annonça-t-elle. Lucas ouvrit la porte à contre-cœur et resta figé. Assis dans un fauteuil, pâle mais souriant, l'homme du parc leva la tête. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. Mathieu, plus rapide à se remettre, s'avança. « Vous êtes malade ?» Antoine hocha la tête. « Un petit souci au cœur. Rien de grave. » Lucas resta en retrait, le regard dur. « Pourquoi vous êtes tout seul ?» demanda Mathieu. Un éclat de tristesse passa dans les yeux d'Antoine. « Parfois, les choix qu'on fait nous éloignent de ceux qu'on aime. » Le silence tomba, lourd et chargé. Lucas observait chaque geste, chaque mot. Quelque chose en lui résistait, s'accrochait à sa colère comme à une bouée. Après 1 heure, l'infirmière revint. « Les visites sont terminées pour aujourd'hui. » Mathieu serra la main d'Antoine, tout sourire. Lucas, lui, hésita. Puis, brusquement, tourna les talons. Dans le couloir, il sentit les larmes monter, brûlantes. Il ne voulait pas pardonner. Pas encore. Pendant plusieurs semaines, ils continuèrent leur visite. Peu à peu, malgré lui, Lucas s'adoucit. Il parlait de tout. De voitures, de voyages, de rêves. Antoine n'imposait rien, ne forçait rien. Il était juste là, patient, humble. Et dans ce silence respectueux, une fragile confiance commença à renaître. L'été flamboyait sur le village. Le grand jour approchait. L'inauguration du nouveau centre communautaire. Un projet financé anonymement, mais dont tout le monde parlait. Les habitants affluaient, vêtus de leurs plus beaux habits.
Les élus locaux, les anciens, les enfants, tous réunis sous la grande tente dressée sur la place. Lucas et Mathieu, vêtus de chemises blanches, se tenaient à côté de leur mère. Claire, nerveuse, jetait des regards furtifs vers l'entrée. Puis, au moment où le maire prenait la parole, il arriva. Antoine, vêtu simplement, avança sous les regards surpris. Les conversations cessèrent. Un murmure parcourut la foule. Il monta lentement sur la scène. Le maire, déconcerté, lui tendit le micro. « Mesdames et messieurs, » commença Antoine, la voix tremblante, « je suis l'un des donateurs anonymes de ce centre, mais je ne suis pas ici pour les honneurs. » Il tourna son regard vers Claire, puis vers Lucas et Mathieu. « Il y a 20 ans, j'ai quitté ce village pour protéger ce que j'avais de plus précieux. Aujourd'hui, je suis revenu pour leur demander pardon. » Un silence épais enveloppait la place. Lucas sentit son cœur se serrer. Il vit les mains de sa mère trembler légèrement. Mathieu, les larmes aux yeux, serra la main de son frère. « Vas-y, » murmura-t-il. Lucas s'avança, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans son cœur. Arrivé face à Antoine, il le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque. Antoine déglutit. « Parce que j'ai eu peur trop longtemps, parce que je croyais que vous seriez mieux sans moi, et parce qu'au fond, je n'ai jamais cessé de vous aimer. » Le temps sembla suspendu. Puis, dans un geste brusque, Lucas serra son père dans ses bras. Un tonnerre d'applaudissements éclata autour d'eux, mêlé à des sanglots étouffés. Ce jour-là, sous un ciel éclatant, une famille brisée retrouva ses morceaux épars. Pas parfait, pas magique, mais réel et ensemble. Les semaines qui suivirent l'inauguration furent étranges, presque irréelles. Le village entier semblait respirer différemment, comme apaisé par l'aveu public d'Antoine Rochefort. Pour Lucas et Mathieu, c'était le début d'une nouvelle vie. Pas une vie parfaite, pas sans heurts, mais une vie où l'espoir reprenait enfin racine. Un matin d'août, alors que la lumière dorée baignait la vallée, Antoine, Claire, Lucas et Mathieu se retrouvèrent autour de la vieille maison familiale. « Tu es sûr de vouloir vivre ici ?» demanda Claire, bras croisés mais un sourire au coin des lèvres. Antoine hocha la tête, les yeux brillants. « C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout doit renaître. » La maison, bien que fatiguée par les ans, respirait encore les souvenirs. Les rires d'enfants, les odeurs de confiture, les après-midi de été passés sous le grand chêne. Antoine avait déjà commencé des travaux de rénovation. Pas pour la transformer en palais, non, mais pour lui redonner sa dignité d'antan. Ensemble, ils nettoyèrent, réparèrent, repeignirent. Lucas, au sommet d'une échelle branlante, rit pour la première fois depuis longtemps quand Mathieu renversa accidentellement un seau de peinture sur Bibi, le transformant en petit fantôme blanc. Claire, essuyant ses mains sur son jean, observa ses fils. Ils avaient changé, mûri, mais ils étaient toujours les siens. Et Antoine avait trouvé sa place, non pas comme une figure imposante, mais comme un père attentif, humble, prêt à mériter chaque sourire, chaque regard de ses fils. Le jour de la fin des travaux, ils organisèrent un grand déjeuner sous le chêne. Les voisins apportèrent des tartes, des salades, du vin. On joua de l'accordéon, on dansa. Et pour la première fois depuis plus de 20 ans, Claire et Antoine dansèrent ensemble, maladroitement, riant comme deux adolescents. Les garçons, installés sur la balançoire, observèrent la scène. « Tu crois qu'on est une vraie famille maintenant ?» demanda Mathieu à voix basse. Lucas sourit doucement. « Non, on est mieux que ça. On est une famille qui s'est choisie, malgré tout. » Dans la fraîcheur du soir, alors que les invités partaient et que la lumière dorée déclinait, Antoine rassembla ses fils près de la vigne. « Vous savez, dit-il, la vraie richesse n'est pas dans l'argent ni dans les voitures. Elle est ici, dans la terre, dans les racines. » Il montra la vigne, immense et silencieuse sous les étoiles naissantes. « Ce domaine, c'est votre héritage, pas parce qu'il vaut de l'or, mais parce qu'il porte notre histoire. » Lucas et Mathieu échangèrent un regard. Pour la première fois, ils comprenaient. Quelques jours plus tard, une lettre arriva pour Mathieu.
Il avait été accepté au programme de jeunes talents en design automobile à Paris. Un choix difficile s'imposait, rester ici, auprès de la famille retrouvée, ou partir construire son rêve. Mathieu hésita longtemps. Puis, un soir, assis sous le chêne, Antoine posa une main sur son épaule. « Vas-y, fils, vis ton rêve. Nous serons toujours là, où que tu sois. » Les larmes aux yeux, Mathieu comprit. La vraie famille, c'était celle qui vous poussait à voler. Épilogue. Des années plus tard, une voiture aux lignes élégantes, inspirée par la courbe d'une vigne ancienne, fut présentée au Salon de l'Automobile de Paris. Son créateur, un jeune homme nommé Mathieu Rochefort, expliqua devant les caméras « Ce modèle est dédié à ma famille, à nos racines, à ceux qui ont cru en moi, même quand moi je doutais. » Dans le public, un homme aux cheveux grisonnants, une femme au regard fier et un jeune homme grand et mince applaudirent, le cœur débordant. Sous les éclats des flashs, dans les odeurs de cuir et de rêves accomplis, l'héritage inattendu avait trouvé son plus bel écrin. Fin de l'histoire.